Bonjour à tous, je suis Marion et j'ai lancé Agoyamam en mai dernier. Comme une nouvelle destination bien-être, Agoyamam est une invitation au partage d'énergie positive pour prendre soin de son mental. Aujourd'hui, Agoyamam a grandi et Alexandra a rejoint l'aventure. Nous sommes toutes les deux convaincues que le mental, souvent oublié, souvent négligé, est la clé de nos futures réussites. Parce qu'aller au bout de ses rêves n'est pas juste un concept marketing et utopiste. À travers chaque épisode, nous partons à la rencontre d'invités inspirants. Leurs points communs à tous, des aventures passionnantes et une force mentale à l'effet coup de boost. Nous espérons que leurs parcours vous feront du bien, vous inspireront au quotidien et vous donneront peut-être l'envie de vous lancer vous aussi. Retrouvez-nous alors très vite sur la plateforme agoyamam.com ou sur notre compte Instagram agoyamam. Si vous aimez notre projet, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi que sur les réseaux sociaux parce qu'une viralité bien-être est toujours la bienvenue pour faire grandir les jeunes projets. On compte aussi sur vous pour mettre 5 étoiles au podcast sur l'application Apple Podcast. Quelques minutes de votre temps suffisent et nous permettent ainsi de faire connaître Agoyamam à un maximum de personnes. Bonne écoute! Chers auditeurs, bonjour, c'est Alexandra et aujourd'hui je vous embarque avec moi à la rencontre de Stéphane Toureau, vice-champion du monde d'apnée. Ce podcast, pour être très honnête, a été comme un second souffle pour moi. Il a été une prise de conscience sur le lâcher-prise, sur l'introspection avec son moi intérieur, sur surtout l'importance de se retrouver seul. Et vous le verrez, on aborde plein de sujets différents. Qu'est-ce que la pleine conscience? Le rapport à la solitude, le lâcher-prise, la méditation, le mental, l'environnement, mais également la nutrition. Donc j'espère vraiment que cet échange vous apportera autant de bonnes énergies qu'à moi. Et je vous laisse tout de suite avec notre échange. Bonjour Stéphane, on est vraiment ravis de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Agoyamam. Alors comment vas-tu? Salut Alexandra, bah écoute très bien, très bien. Je suis posé à Annecy là, chez moi, après un petit stage à Nice d'entraînement en profondeur, donc c'est cool. Enfin posé avec quelques petits jours de repos là qui font du bien. Ouais. Ok, super. Bah, c'est parfait. Alors comme ça, on te parle pendant tes jours de repos où tu es reposé. Voilà, c'est ça. Alors j'ai une première question pour toi qu'on aime bien poser. Quel était ton rêve d'enfant? Mon rêve d'enfant, peut-être quelque part de vivre, on va dire, mon rêve, de mon rêve un métier. D'accord, oui. Arriver à ce que, en fait, peut-être que ma passion puisse être un métier, ouais. Ça, c'est sûrement le plus gros rêve que j'ai eu étant plus petit, ouais. Ok, c'est beau. Ouais. Donc t'as pas, oui voilà, c'était ça. Et finalement, et est-ce que tu avais, dans ces cas-là, est-ce que tu avais dans l'idée de ton métier ou pas encore? Peut-être pas encore, ou j'en avais pas la prétention, étant donné que j'avais pas suffisamment confiance en moi pour me mettre à ce niveau-là. Mais on va dire que ouais, j'avais des rêves qui étaient liés à plutôt des métiers de passion et Ouais. parce que je me posais beaucoup de questions par rapport au système scolaire avec lequel j'avais beaucoup de mal et qu'est-ce que j'allais faire de ma vie si je rentrais pas dans le moule. Et vu que je rentre pas dans le moule, c'était un peu compliqué pour moi. Ok, je vois. Très bien. Et alors, peux-tu nous dire du coup, tout simplement, qui es-tu? Alors, je suis un poisson d'eau douce qui plonge en grande profondeur, qui de temps en temps s'égare en mer. Voilà, donc non, je suis apnéiste en apnée, donc c'est mon métier. Je suis vice-champion du monde D'accord. en profondeur. Ma discipline de prédilection, c'est la monopalme. Donc, je Ok. descends à plus de 100 mètres, 113 mètres, ma meilleure performance à la palme. Voilà. Et j'ai d'autres disciplines. Je me suis mis il y a peu à la brasse également. Et je vis de ma passion en tant qu'athlète réellement depuis 2017. Voilà. D'accord. Ok. Ok, super. Et oui, tu vis ta passion depuis 2017 et tu fais ça depuis combien de temps à peu près Bah, moi, j'ai découvert la mer en Corse en voyage avec mes parents pendant les vacances à l'âge de 10 ans. Ok. Puisqu'à la base, je me suis originaire de Haute-Savoie, donc D'accord. je vivais à Thonon-les-Bains, bon, entre lac et montagne. Là, maintenant, je suis à Annecy, c'est pas très loin, mais Ok. j'ai toujours Ouais. vécu en Haute-Savoie, on va dire. Et j'ai découvert en Corse, et c'est vraiment à l'âge de 17 ans que j'ai commencé à planter mes palmes dans le lac pour aller observer, explorer, puis aller un peu plus loin en profondeur. Ouais. Et puis D'accord. utiliser le terrain de jeu qu'on avait, qui était déjà fantastique. Ouais.
Ok. Et alors, moi, du coup, j'avais un peu une question un peu philosophique, entre guillemets. Euh, donc, pour nous, finalement, un apnéiste, ça travaille son souffle. Vous apprenez finalement à respirer. Et il y a deux façons de voir la respiration pour nous, en étant être humain, entre guillemets, classique. C'est première chose, le fait de retenir sa respiration pour s'immerger sous l'eau le temps d'une apnée. Et deuxième chose, c'est le fait de retenir sa respiration pour prendre du temps off, du recul vis-à-vis de son quotidien. C'est un peu deux choses différentes pour nous, être en apnée. Et ma question est, faut-il savoir s'immerger pour mieux souffler, ou encore faut-il être capable de retenir sa respiration pour comprendre pleinement la nécessité de souffler? Je dirais que les deux se rejoignent. On peut le faire dans les deux sens. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de sens, la preuve avec ma vie et ma carrière. Ok. J'ai tout fait en sens inverse de ce qui est normalement dans l'ordre dans lequel on le fait. Et ça en va pareil pour le souffle. On peut découvrir la respiration à travers l'apnée et inversement. Venir à l'apnée parce qu'on a découvert le souffle d'une autre manière. Et je dirais qu'il y a pas vraiment de sens. Ça dépend comment on l'aborde et tout nous amène à un résultat qui est en fait ouais, juste une continuité de ce travail-là. Et Mhm. qu'importe le sens qu'on lui donne. Ouais. Mhm. Et comment cette pratique, du coup, elle a eu un impact sur ta vie quotidienne? Alors, moi, j'avais un gros manque de confiance en moi. À l'école, je le vivais très, très mal, hein. J'avais un mental qui était de l'ordre du rafale. J'avais plutôt un nombre de pensées à la minute qui était juste incroyable. Et donc, j'étais tout sauf présent dans l'instant, à l'écoute, encore moins en classe. Donc, j'étais dans mes rêves. Et je dirais que quand j'ai découvert l'apnée, c'était vraiment pour moi un exutoire, un moyen de me retrouver avec moi-même dans un nouvel univers, ouvrir une nouvelle porte, puis surtout dans un monde aussi merveilleux et magique que la mer, avec plein de choses à voir au fond. Et cette curiosité d'aller toujours plus profond, d'aller voir ce qu'il y a en dessous, c'est un peu cette passion de la découverte et de l'exploration. Et pour moi, voilà, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'était vraiment un moment très fort et j'attendais avec impatience de pouvoir me retrouver encore dans cette situation-là pour me retrouver. C'était mon moment de liberté, quoi. Et tu l'as découvert comment, du coup, l'apnée? Moi, l'apnée, j'ai découvert avec mes parents, Ah comme oui, je te tu l'ai fais dit, ça en voilà, Corse. en Corse, Ok. au bord de la mer, Ouais. Palmas, Tuba. Donc, c'était Ok. vraiment à l'arrache, quoi. Il n'y avait pas Oui. d'école, pas de club, rien. C'est mon père qui m'a donné deux, trois conseils, mon frère m'a amené également. Et après, eux, ils ont passé le niveau de plongée. Moi, j'avais pas encore l'âge, donc j'ai fait juste des baptêmes. Mhm. Et puis j'ai découvert comme ça, quoi. Après, c'était à l'âge de 18 ans, enfin 16 ans, où là, j'ai commencé à m'immerger dans le lac en mode explo. Bien sûr, personne, pas de club, pas de structure, rien. Donc, il fallait tout était à découvrir et en plus avec un énorme travail à faire sur soi avant d'aller plus loin, parce que j'avais encore beaucoup de boulot à ce moment-là. Ouais. Ouais. Ouais, donc oui, il y a eu tout un travail d'introspection, je présume, intérieur avant de s'immerger sous l'eau. Oui. Et puis bon, en fait, ça me poussait, quand on fait une activité sportive, c'est juste un effet miroir à nous-mêmes. Donc, si c'est l'apnée, c'est justement parce que j'avais besoin de me retrouver, d'être à l'écoute de mon corps, à l'écoute de moi-même. Mm. Et je devais passer par là avant d'aller plus loin. Ouais, ouais. Or, dans notre système, c'est plutôt l'inverse. On nous pousse à contrôler, à essayer de gérer nos relations sociales extérieures avant même de s'occuper de nous-mêmes. Donc, je dirais que la problématique est là et l'apnée m'a permis d'en prendre conscience, on va dire. Ouais. Ouais, je vois. Oui, parce que finalement, cette pratique, c'est une introspection pure, entre guillemets, sans aucun échange avec le monde extérieur. Et comment toi, aujourd'hui, enfin, quel est ton rapport à la solitude? Alors, je dirais ça a été une étape de ma vie qui était importante parce que j'ai toujours quelque part aimé être seul, être un peu
isolé justement pour pouvoir compenser peut-être ce flux de pensée constant. Et je dirais que ça a été la meilleure école à un moment donné de ma vie pour arriver à travailler cet état de complétude et surtout me poser les bonnes questions. Parce qu'au final, quand on est entouré trop, pas non plus aller trop loin dans l'introspection, où on est plus influencé que en travail introspectif. Donc le travail introspectif, pour moi, il est indissociable, il est ultra important pour avancer. Et, je dirais qu'il y a des moments où je l'ai mal vécu, la solitude, et il y a des moments où ça a été au contraire très productif parce que ça m'a permis d'avancer. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est à la fois constructif et qui nous pousse à aller plus loin. Mm. Et quels ont été tes moyens justement pour arriver à ce moment de plénitude, entre guillemets, quand tu te sentais seule, ou du moins à ce moment de plénitude quand tu es sous l'eau et que tu es dans l'instant présent? Enfin, je pense qu'il y a eu plusieurs étapes avant d'arriver à ce moment de plaisir. Bah oui, tout à fait. Le plaisir, il vient tout de suite, hein, contrairement à ce qu'on croit. L'apnée, déjà, dès qu'on débute, tout de suite, les apnées, elles sont là. Même non sportif, tout le monde fait 2 minutes. À partir du moment où on a un échauffement, une préparation avec un coach, donc c'est vraiment une discipline qui s'apprend. On croit que c'est juste la respiration, c'est très basique, mais en fait, c'est plus complexe que ça. Ça va bien plus loin pour arriver à s'adapter. Et l'apnée est le moyen d'arriver à se retrouver en connexion dans l'instant présent. Donc je dirais que c'est ça qui permet justement de vivre l'état de complétude qu'on recherche tous. Pour être complet à l'intérieur, il faut aussi s'isoler. Et l'apnée permet de le faire d'une certaine manière et d'être à l'écoute de son propre corps, d'en prendre conscience et d'avoir aussi un meilleur lâcher-prise dans la vie de tous les jours. Mm. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que la pleine conscience pour toi? Alors, la pleine conscience pour moi, c'est être présent, c'est être en lien avec soi-même, être dans l'instant présent, c'est l'unité, être dans ce qu'on appelle l'état un peu plus, on va dire, physique et métaphysique de la singularité, être en lien avec le tout, c'est tout ça à la fois. Et à partir du moment où on sait que quand on est pleinement présent grâce à ces 5 sens, on vit pleinement sa vie et de manière intuitive aussi. On s'oriente de manière beaucoup plus intuitive. Donc je dirais que c'est le cœur du développement personnel. J'ai lu beaucoup de choses. Hein. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans avec un préparateur mental D'accord. depuis l'époque où j'ai voulu rentrer en équipe de France en 2011. Et j'ai découvert plein de choses. Et à travers ça, je me suis aperçu qu'en 10-15 ans de pratique, le plus important, c'est être dans l'instant présent. Parce que c'est la source du développement personnel à tous les niveaux. Que l'on veuille travailler sur l'intuition, sur la résilience, tous ces domaines en fait sont en lien avec l'état de pleine présence. Donc c'est autant en marchant dans la rue qu'en faisant de la méditation, qu'en faisant couler le café le matin. Oui. C'est un mode de vie. Ouais, c'est un mode de vie, ouais. Et tu peux nous parler un peu plus justement de cette préparation mentale, parce que bon, je présume qu'il y en a plein qui nous écoutent et qui doivent se demander, préparation physique, ils voient un peu ce que c'est, mais préparation mentale, qu'est-ce que vous faites en fait finalement avec ton coach? Quels sont, je sais pas, quel est par exemple si tu le vois 1 heure par jour. Enfin déjà, est-ce que tu le voyais tous les jours, tu le vois ou tu le voyais tous les jours? À quelle fréquence? Qu'est-ce que vous faites? Alors non, avec Loïc, généralement, je le voyais au début, je le voyais une fois toutes les 2 semaines le premier mois. D'accord. Au bout de 2 mois, après, c'est une fois tous les mois. Et ça se maintient jusqu'à plusieurs années, et à la fin de 1 à 2 ans. Et après, c'était une fois tous les trimestres. D'accord. Et à la fin, je le vois presque, pas une fois par an pour moi, mais pas loin. Parce qu'après, on en a moins en moins besoin. Il nous donne les outils pour pouvoir créer l'autonomie de façon à s'auto-corriger aussi. En D'accord. fait, il nous donne les outils pour travailler, mais il nous donne des bons outils. Après, c'est à nous de construire. Donc, D'accord. forcément, le travail, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Ouais. Donc, lui, il va nous faire gagner du temps, à nous guider vers les bonnes voies pour optimiser le temps. Voilà. Et nous suggérer des remises en question sur nous-mêmes et aussi de quelle manière, nous, notre propre façon de faire les choses,
quelle est la plus appropriée dans tout le panel d'exercices et de choses auxquelles on peut s'éveiller. Donc. Et tu pourrais nous en donner un exemple ou pas, d'un exercice ou d'un outil sur lequel tu as travaillé ou il t'a aidé à travailler? Ouais, il y en a un qui a fait beaucoup de travail, enfin qui m'a fait beaucoup évoluer au-delà de la méditation, qui est comme le cœur du travail. C'est le verbe, la façon de parler, parce que forcément l'impact du verbe et de la résonance du verbe est très très forte. En plus, en France, on est les champions du monde du langage négatif. Et c'est pas forcément une question de langage positif, mais plutôt un langage de l'action, un langage du présent. Déterminer qui nous sommes, mais dans notre envie et pas dans nos peurs ou dans nos craintes. Donc un langage du présent. C'est l'exercice du parce que et l'exercice du pour que. Ça, D'accord. Ah oui. c'est un exercice très très puissant. Ouais. Et on connaît tous le jeu du parce que, où quand on est enfant, voilà, pourquoi t'es tombé? Parce que j'ai glissé sur le tapis. Mais pourquoi t'as glissé sur le tapis? Parce que j'ai pas fait attention. Pourquoi t'as pas fait attention? Parce que j'étais étourdi. Puis au final, on commence à faire la liste, on s'aperçoit que la plupart des phrases que l'on sort, elles sont de manière générale très négatives. Et Okay. quand on essaye de le réfléchir avec le pour que, paradoxalement, toutes les phrases changent. Alors, c'est plus dur de tourner la phrase avec pour que, mais ça nous pousse à comprendre pourquoi c'est là. Donc, pourquoi je suis tombé? Pour que je me redresse. Ah, bien. Pourquoi pourquoi tu devais te redresser? Pour que je reste debout. Pourquoi tu devais rester debout? Parce que pour que je puisse marcher. Ok, super. C'est des choses positives au final. On Ah, c'est s'aperçoit bien. que la liste est longue. Complètement. Avec cet exercice, j'ai déjà vu des gens pleurer, hein. C'est puissant, hein, sur des domaines délicats, Très puissant, ouais. familiaux et autres. C'est un exercice qui est très, très, très puissant, qui nous montre à quel point, en fait, on est maître de nous-mêmes, en fait, et de notre environnement, juste avec la force du verbe. Et je dirais que ça et la pleine conscience sont les deux, peut-être là encore, les deux éléments vraiment qui ont changé ma vie, ouais. Ouais, je vois. Et du coup, la méditation prend aussi une place importante dans ta vie également, aujourd'hui. Oui, oui, la méditation a pris une place importante. Au début, j'avais vraiment du mal. Après, je voyais la méditation comme très, très classique, quoi. D'accord, oui. Voilà, s'allonger, attendre, enfin, se mettre en tailleur, être dans la concentration. Alors, certes, ça, c'est un outil qui est très efficace, mais il est extrême. C'est comme si je disais à un nageur, à quelqu'un qui veut débuter la natation, je lui donnais tous les exercices difficiles à faire pour qu'il progresse plus vite. Alors certes, il va progresser plus vite, mais bon, il va vite se dégoûter. Je dirais que la chose la plus importante d'abord quand on débute la méditation ou la pleine conscience, c'est d'abord de s'apercevoir qu'on peut le faire tout le temps. En faisant la cuisine, en coupant les légumes, en faisant couler le café le matin, ce que je disais, en s'habillant, en faisant tourner la clé dans la porte. C'est en fait faire des moments de pleine conscience, de concentration sur le son, le toucher, le visuel, sur ce qui se passe autour de nous et juste d'être pleinement présent sans être dans les pensées. Juste ça, en fait, juste de vivre pleinement l'instant et d'augmenter ces petits moments dans la journée, d'avoir des moments où on s'ouvre, on ouvre les yeux, on fait waouh, qu'est-ce qui se passe? Je vois les gens qui passent à côté de moi, je vois cette lumière, le soleil, juste de prendre l'image, de photographier sur le moment et de vivre pleinement cet instant. Et ça, c'est le premier pas. Et après, bien sûr, vient les moments où on est un peu plus statique, exemple en voiture, où là, on va commencer à essayer de se concentrer sur ce qui se passe sur la route et être moins dans nos pensées. En plus, ça nous pousse à être plus vigilants. Ok. Et après, vient l'étape de la méditation, qui est l'étape encore ultime au-dessus, où là, on est statique et on va se focaliser sur nos sens. Les méditations de pleine conscience qui permet justement de maintenir sa concentration. Après, on peut faire plein de choses, hein. Plein de manières de la découvrir, cette méditation, de manière passive aussi. Il y a plein de types de méditations différentes, mais en tout cas, moi, c'est celle que j'avais besoin pour évoluer, étant donné que j'avais un mental très, 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 très actif. D'accord, et ça t'a pris combien de temps avant d'arriver justement à cette
enfin, pleine conscience de méditer. Je sais pas si c'est le bon terme, mais Bah, je dirais que ça prend toute une vie. C'est jamais arrêté. Ce qui est sûr, ouais. c'est qu'on progresse très vite au début et que c'est du jour au lendemain, on peut faire des progrès incroyables. Moi, j'avais un énorme frein derrière moi, comme un élastique qui me retenait de le faire. Donc, du coup, j'ai mis du temps parce que je le mettais pas vraiment en application. Et c'est au fur et à mesure que j'en prenais conscience de son importance que je le mettais de plus en plus en place. Et c'est généralement par vague. Il y a des moments de creux où je le faisais plus, des moments où je revenais et je me dis purée, mais en fait, ça me fait vachement du bien. Et puis après, de m'apercevoir que sur la performance, ça changeait tout. Après, il y a eu des coups difficiles, que ce soit dans les relations ou autres, où là, voilà, quand on vit une grosse rupture, des choses comme ça bouscule beaucoup. Et à tel point que du jour au lendemain, on se met à méditer pratiquement 1 heure par jour, voire deux, avec des marches conscientes dans la forêt, à partir seul en mode exploration sur une île. Ouais, ça, c'est des choses que j'ai faites et qui m'ont permis de faire un énorme jump. En l'espace de 3 semaines, j'avais décuplé mon niveau de concentration dans mes plongées et j'avais fait plus 7 mètres sur mes performances, juste en travaillant la pleine conscience de manière vraiment en pensant à ça vraiment le maximum de temps possible dans la journée. J'avais fait des progrès incroyables. Ouais, c'est Donc, ça qui est hyper intéressant, c'est le fait justement de ce travail entre guillemets à sec qui te permet justement d'aller au-delà dans tes performances. Donc oui, c'est vraiment un gros gros travail hors de l'eau, si je ne puis dire, pour ensuite être encore meilleur dans ta pratique. ouais, exact. Et ouais, après, ça relie tout, parce que au-delà de le pratiquer pour notre sport, ça nous aide dans plein de choses, Mm. dans les relations humaines, sur soi-même, dans la vie de tous les jours, d'être moins dans les complexes ou dans les peurs, de vivre pleinement les choses et ne plus surtout avoir peur. Et voire même, j'aime bien cette phrase qui revient souvent, c'est au final, quand on n'a plus peur de la mort, on n'a plus peur de rien et tout arrive. Donc, au final, c'est quand on n'a plus peur de quoi que ce soit que les choses arrivent de manière naturelle, sans qu'on se blesse. Au final, la blessure, tout ça, elle arrive à cause des peurs. Elle arrive justement parce qu'on a des craintes et qui se multiplient et qui nous amènent à faire des erreurs et des écarts. Et au final, paradoxalement, là, on en fait moins et là où tout arrive, c'est quand on lâche prise. Et j'ai plein d'exemples comme ça à donner, mais on va dire que le plus récent, c'était avec mon prep mental. Après tous ces événements, la méditation, à un moment donné, je me suis dit, bon, est-ce que tu es vraiment fait pour vivre une relation de couple ou est-ce qu'il faut que tu arrives à trouver quelqu'un pour arriver à aller plus loin dans ton sport que d'être seul chez soi pour avancer? Parce qu'à un moment donné, je commençais à me poser plein de questions. Et puis à un moment donné, vient la réponse de Loïc, mon prep mental, et qui me dit bah, quel est ton objectif principal dans ta vie? Quelle est la chose la plus importante dans ta vie que tu souhaites mettre en avant et en premier? Ben, moi, ma performance et mon évolution dans mon sport. Ben voilà, t'as ta réponse qui me dit. Ah! Et là, j'ai fait pouf, d'accord. Bon, ben, au final, ça se trouve, bah, pas grave. Si je dois être seul, je dois être seul et je dois performer et me consacrer surtout à ce que je dois faire et tout mettre pour arriver à mon objectif. Et ma chérie est arrivée 2 semaines après. Magnifique. Voilà. Franchement. Non, mais c'est incroyable. C'est l'univers, il nous amène des choses juste au moment où on lâche prise et vraiment pouf. Et Ouais, puis c'est c'est une fort. rencontre assez incroyable, fluide, naturelle, sans prise de tête, complètement en adéquation avec mes valeurs. Puis ça vaut pour tout, pour plein de choses dans ma vie, même ouais, dans une plus importante, je crois que ça a été aussi mon titre de vice-champion du monde. Mon banquier, encore quelques semaines avant, m'avait dit, bon, bah, c'est mort, on a tout bloqué, les cartes sont finies. Moi, j'avais des problèmes d'argent, forcément. J'étais en train de monter dans le milieu sportif, donc on est toujours dans des galères pas possibles à essayer de financer ses entraînements et des compètes. Et tout était mort, en fait, là, tout était bloqué et je partais pour 104 mètres, en fait. Je l'avais au téléphone 10 minutes avant. Je fais ma plongée, je réussis ma plongée.
j'étais encore en colère et tout. Et puis, j'ai la présidente de la fédération, à ce moment-là, de la commission qui m'appelle et qui me dit non, non, mais arrête tes conneries, tu n'annules rien, tu pars, on te paye ton billet de train, mais là, il faut absolument que tu prennes l'avion pour la Turquie. Et 2 semaines après, bah, j'étais champion du monde, vice-champion du monde. Oui, c'est fou. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est dingue. Au final, c'est au moment où j'ai lâché prise, où je me suis dit, bah, de toute façon, tout est perdu pour perdu au niveau de ma banque, j'ai plus rien à perdre. Bah, tant qu'à faire, je vais jusqu'au bout des choses. Et puis voilà, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Et au moment où j'ai lâché prise, bah, j'ai lâché prise aussi sur la perf et ça a été une plongée incroyable qui s'est super bien déroulée. Donc voilà. Comme quoi, le destin. Voilà. Et puis après, derrière, mes premiers partenaires qui m'ont aidé un peu plus dans ma démarche. L'année suivante, j'avais mon entreprise, mes partenaires et j'arrivais à vivre de mon activité. Donc, je venais de réaliser mon rêve. Et je me perçois que j'avais beaucoup, beaucoup de barrières mentales, de peur et un langage négatif. Et c'est en déconstruisant tout ça et en reconstruisant que j'ai réussi à mes objectifs. Donc ça a été une longue démarche, ouais, laborieuse, mais très constructive, puisque maintenant, on peut la partager. Si ça peut essuyer les plâtres ou servir, c'est tant mieux. C'est ça, c'est ça. Tu vas en inspirer plus d'un, là, c'est sûr. Ou plus d'une aussi. En tout cas, voilà, ouais, il faut à un moment donné se donner les moyens, en tout cas, de travailler sur soi et pas essayer de travailler avec les autres, enfin, trop sur les autres, mais plutôt sur soi-même. Parce que ça, c'est le travail d'une vie et ouais, c'est jamais terminé. Ouais. Et quelle est ta plus belle réussite? Au-delà de... Peut-être que ce n'est pas ton titre, c'est autre chose. Bah, la plus belle réussite, c'est ça, c'est d'avoir réussi au final à vivre de ma passion. Mm. À vivre de ma passion. Parce qu'au final, ma passion m'apporte tout. Elle m'apporte les joies, elle m'apporte de pouvoir réellement m'éclater, m'amuser tous les jours, même s'il y a des périodes difficiles, hein, forcément, les entraînements, c'est pas on plonge dans les eaux de Caraïbes tout le temps. Et non, non, ça, c'est qu'une petite partie de la saison. Le reste, il y a quand même beaucoup, beaucoup de physique. Donc, clairement, on peut dire, hein, il y a des entraînements, on se la colle. Hein, il faut s'accrocher. Mais j'aime ça. J'aime ce dépassement-là et je le vis pleinement. Et puis quand je suis en voyage et que là, je plonge en grande profondeur et quand je ressens tout ce que je ressens au fond de l'eau et tout ce que je vis à travers les explorations, les documentaires, les personnes qu'on rencontre à travers ces aventures, c'est juste incroyable. Et je me dis, mais je me pince tous les jours encore. Des fois, je me pince. Me dire, mais Est-ce que je suis là? Oui. tu l'as construit et c'est là. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Et justement, à quoi ressemble ta vie aujourd'hui? La vie d'un apnéiste? La vie d'un apnéiste, c'est la vie d'un apnéiste. C'est arrivé à se gérer déjà des plannings parce que c'est vrai que ça part dans tous les sens. C'est un peu la vie d'un entrepreneur en fait. Hein. C'est exactement ça. Hein. On lance sa société seul, on doit se réveiller le matin, faire son programme, mettre en place ses trucs, avoir la petite routine aussi du matin, que ce soit à travers la méditation, les assouplissements, mettre en application la planification d'entraînement de la semaine, caler les rendez-vous, se pousser aux fesses pour aller faire les mails qui sont en retard de temps en temps, parce que forcément, ça prend beaucoup de temps à travers les déplacements, les sollicitations et autres. Donc, je dirais, c'est une vie bien, 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 bien remplie, où tout y passe, on va dire. Que ce soit de la nutrition au sommeil, à la préparation, et puis... ouais, et puis de vivre, pour vivre les expériences, je dirais ça prend du temps, ouais. Et justement, tu parlais de nutrition, donc c'est bien parce que c'est un des thèmes que je voulais aborder. Quel est ton rapport à la nutrition aujourd'hui? La nutrition, c'est large. Je dirais, moi, j'ai une vision de la nutrition qui est, je reprends l'exemple que m'avait cité mon entraîneur, enfin mon coach, mon prépa mental, c'est un peu tout ça. En fait, je m'étais intéressé à plein de choses. Donc, il y a le domaine de l'ayurvédique, la version indienne, il y a tout ce qui est lié
à la nutrition classique, tout ce qui est lié à tout ce qui est intolérance sanguine, nos intolérances liées à des prises de sang et des études sur notre prise de sang. Il y a les groupes sanguins. Voilà. Et toutes ces choses, en fait, c'est plein de théories sur la nutrition. Et je pense qu'en fait, c'est tout ça, c'est ces 5 points. Et en fait, au milieu, il y a le résultat, il y a la finalité qui est l'alimentation qui nous correspond à nous, qui est type à chacun. Et quand on étudie les 5 pôles et qu'on se met au milieu, eh ben, on a réussi. On a réussi à avoir une vision de manière générale à qu'est-ce qui nous correspond. On a pu aussi expérimenter des choses, parce que c'est bien de savoir, mais le plus important, c'est de l'expérimenter pour vraiment valider les choses et confirmer que ça fonctionne. Donc, au-delà, ouais, voilà, c'est ces 5 points plus l'expérimentation. Donc, après, il y a des choses forcément qu'on adapte. Bien sûr, j'adore me faire plaisir. En plus, je suis en Haute-Savoie, j'adore le fromage, donc c'est compliqué de ne pas résister. J'adore manger, j'adore me faire plaisir. Donc, après, je sais aussi ce qui convient pour ma récupération et les autres non, quoi. Donc, j'adapte. Après, en période de compétition ou période intensive, en grosse charge d'entraînement, évidemment, je fais super attention. Voilà, le matin, je le sais, dans mon corps, je sens tout de suite dès que j'ai besoin de plus de vitamines ou si j'ai besoin de plus de fruits ou autre, voilà, je m'adapte. Après, en complémentation, oui, j'ai des compléments alimentaires classiques, voilà, spiruline, apport protéiné, végétal, pour mes renforcements musculaires. Voilà, au niveau de l'hydratation aussi, j'adapte avec pas mal de minéralisation que j'amène moi-même dans l'eau. Voilà, toutes ces petites choses. Après, je limite bien sûr tout ce qui est négatif dans le point de vue de l'alimentation que l'on connaît, quoi. Mais après, il y a un axe chez les apnistes qui est vachement axé sur les antioxydants. Tout ce qui est antioxydants, c'est vraiment important pour limiter l'acidité et surtout préserver nos cellules, puisqu'on est souvent en manque d'oxygène. Bah oui, bien sûr. On va souvent chercher ce manque d'oxygène. Donc ça, c'est important. Et également, tout ce qui est du fer. Du fer, ouais, j'allais dire. Ouais, le fer, hyper important. Qui est ultra important chez nous, puisqu'on sollicite énormément la rate, le système sanguin, donc on lâche beaucoup de globules rouges. Et donc, forcément, ça pompe énormément dans le stock de fer. Donc, ça, pour nous, c'est très, très important de le maintenir, ouais. Surtout en grande profondeur, quand on plonge profond. Oui, bien sûr. Et tu as l'habitude, du coup, de plonger en grande profondeur ou c'est quelque chose que tu fais pas toutes les semaines, par exemple? Ah non, c'est pas quelque chose que je fais toutes les semaines. Par contre, en profondeur, je plonge en profondeur 3 fois par semaine, mais pas forcément très profond. Ok. Mais avec des exercices où je vide mes poumons, où je pars avec moins d'air dans les poumons pour reproduire plus de pression ou d'adaptation en grande profondeur. Parce que ça, on en a constamment besoin, surtout aux profondeurs où je vais et où je projette d'aller. Donc, il faut que je m'entraîne continuellement sur ma souplesse au niveau thoracique, pulmonaire, diaphragme. Donc, je fais beaucoup d'exercices avec moins d'air dans les poumons au lac. Après, il y a plein d'autres exercices également, hein, poumon plein. Mais c'est principalement ces entraînements-là, étant donné que je travaille aussi en complément avec la piscine. Donc, je fais beaucoup de répétitions en apnée en piscine, en horizontale, et je finalise en profondeur. Et après, tous les mois ou tous les 2 mois, généralement, je pars en mer pour faire une préparation en grande profondeur, où là, je pars soit à l'aide d'un poids, ce qu'on appelle en poids variable. Je vais descendre au-delà de 110 mètres régulièrement pour acclimater mes poumons. Ou alors à la palme en période de compétition. Ok. Et quels sont justement, comment tu t'entraînes à sec? Alors, hors de l'eau, il y a plein de choses. D'ailleurs, le confinement m'a poussé dans mes retranchements à faire tout à sec, donc j'avais pas le choix. Le confinement a tourné autour de apnée sur le home trainer, en vélo. Ok. Voilà, course à pied, en cardio, mixé à de la marche apnée dans la forêt, autour de chez moi. À côté de ça, musculation, beaucoup de musculation et de renforcement sur mon balcon. Et au final, on retrouve ces outils-là dans ma préparation en général, sauf que je rajoute généralement la piscine avec quelques séances piscine en entraînement, plus la profondeur.
Ok. En gros, il y a de tout. J'essaye d'être assez large dans ma préparation parce que j'ai besoin de tout et je pousse certaines activités en fonction des besoins ou des choses que j'ai améliorées chez moi. Par exemple, j'ai essayé de ralentir mon métabolisme, donc je me suis mis à faire des sorties très longues en vélo, D'accord. à jeun, de façon à habituer mon corps à fonctionner avec le minimum d'énergie, euh, voilà, pour ralentir mon métabolisme. Mm. Donc Et ça, tu l'as c'est fait. des petits trucs qu'on ajoute, voilà. Donc il y a généralement le cardio, je l'oriente pas mal sur le vélo parce que j'aime bien le vélo. C'est plutôt en début de semaine, je fais une grosse session, pas, j'en fais pas 36. Après, il y a, on va dire, deux grosses sessions piscine, trois en profondeur et deux en musculation, deux grosses en musculation. Et après, si j'ajoute des choses, c'est de la technique. D'accord. Voilà, pas mal de techniques de nage à la piscine ou reproduire des mouvements ou travailler sur l'envie de respirer, mais sans rentrer dans l'envie de respirer, juste de faire de l'apnée plaisir, Mm. sans rentrer dans la phase d'inconfort, pour habituer le corps aussi à apprécier ces moments-là. D'accord. Et du coup, tout à l'heure, tu disais que tu avais ton entreprise, mais t'es tout seul ou tu as quand même une équipe avec toi? Alors, non, je gère beaucoup de choses seul. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont aidé dans le lancement de ma carrière, Mhm. que ce soit des préparateurs physiques qui m'ont donné un petit coup de main parce que j'avais pas forcément les moyens de les payer, soit une nutritionniste. J'avais toute une équipe au D'accord. début et puis progressivement l'équipe s'est étoffée parce que forcément c'est du travail pour eux aussi. À un moment donné, Ah il faut oui, que je les rémunère. Moi, j'avais oui, pas les bien moyens sûr. de les rémunérer. Et progressivement, j'ai eu quelques entraîneurs qui m'ont accompagné. Mais au final, là où là où maintenant j'arrive à me rendre compte, c'est que ben, par la force du mental, enfin, par la force de sa motivation, et tu peux l'auto-motiver et l'auto-construire. Et Mm. j'arrive maintenant à m'entraîner de manière autonome avec mes binômes d'entraînement. Donc j'ai des binômes d'entraînement avec qui je me prépare. De temps en temps, je vois mon préparateur mental pour aligner un petit peu mes décisions ou mes choix. Ouais. Mais dans l'ensemble, je suis très autonome. Je gère pas ma comptabilité. J'ai un expert comptable, faut pas déconner. Pas déconner. Ça, les papiers, je leur laisse. Donc, je récolte les factures et je leur envoie. Mais T'as raison. sinon, voilà, après, je gère tout. Je gère mon démarchage de sponsors, les relations, voilà, mes relations médias. J'avais quelqu'un qui s'en occupait, mais j'essaye aussi de temps en temps de le faire moi. Mm. Ça me permet de limiter les coûts et puis peut-être d'investir dans d'autres choses à côté parce que c'est pas simple. Ouais. Euh, le budget, il faut arriver à le gérer, c'est comme tout. Donc, voilà. Ok. Après, voilà, ça fait beaucoup de choses à gérer. Oui, Euh, voilà. mais en tout cas, ça me permet de pouvoir mettre peut-être un jour des sous de côté, non. Ce qui est Oui. en train de commencer à être fait. Alors que jusque-là, bah, tout le budget, il partait, il flambait forcément les Oui. premières années. Et puis on fait beaucoup d'erreurs aussi. On investit dans des choses. Mm. On s'aperçoit au final ben, que c'est pas tant utile que ça. Alors Mm. qu'au début, on croyait que c'était vraiment la base pour pouvoir avancer. Bien sûr. Donc on fait des erreurs et puis la première année on perd beaucoup de sous, la deuxième un peu moins et puis la troisième on est dans l'efficience. Mm. Et là maintenant je pense que niveau équilibre je suis bien. Ouais c'est ça, mais de toute façon c'est ça, on dit il faut 2 3 ans pour qu'une entreprise commence à trouver C'est ses ça. repères. Bah voilà, c'est Exactement. exactement ça. Ok, et j'avais une autre question par rapport le côté médiatique en fait de l'apnée. Moi, je trouve que en ce moment, elle tend un peu à se répandre. Et toi, quel est ton avis par rapport à ça? Ben moi je me suis toujours j'ai toujours participé le plus possible à essayer de la rendre publique, à la rendre médiatique. Je suis à fond pour ça. Des fois je m'offusque de certains à ne pas assez mettre en avant la communication, que ce soit à travers des télés ou au Ouais, niveau de voilà. la manière globale, parce que je pense on est vraiment amateurs, mais on est vraiment des amateurs total en termes de communication. Bah, c'est un peu l'apniste, un peu dans sa bulle, quoi. On est un peu cloîtré dans son truc. Et c'est vrai que malheureusement, c'est un truc qui nous traîne depuis 20 ans. Et je pense qu'il serait bien d'en sortir. Mm. Non, Donc, il y a certains athlètes qui l'ont fait. Et
paradoxalement, ça se fait beaucoup par les athlètes. Même si les fédérations essaient de communiquer, la communication principalement, en tout cas, vient des athlètes. Que ce soit Guillaume Néry, que ce soit Alice Modolo, que ce soit Arnaud qui arrive également, Morgane Bourkis, voilà, tous ces athlètes qui communiquent de leur côté aussi pour vivre de leur propre sport. Et au final, on participe à ça. Maintenant, j'aimerais qu'on ne soit pas seul. Ce serait bien qu'il y ait des vrais investissements qui soient faits de façon à médiatiser et puis surtout à le rendre visuel. Maintenant, on est filmé pendant les compétitions, les grosses compétitions mondiales. On est filmé par Daivai. Donc, il faudrait utiliser cet outil de façon à vraiment sensibiliser les télés, qui a un vrai potentiel. En plus, il y a plein de choses à raconter. Contrairement à la croyance même de certains apnéistes qui pensent que ouais, mais il n'y a rien à raconter, c'est ennuyeux. Même, ils disent ça de leur propre sport. Et je me dis, non, mais là où on va, si tu dis ça de ton propre sport, parce que moi, au contraire, les retours que j'ai des personnes qui ont vu les lives étaient à fond, quoi. Ils regardaient, ils avaient envie de savoir. Même ils voulaient en savoir plus, donc il faut aussi un commentateur derrière qui connaisse le sport et qui le décrive. Parce que pendant une plongée, même si elle dure 3 minutes, il y a plein de choses à raconter et chaque apnéiste, en plus, ont des techniques complètement différentes les unes des autres. Et ça laisse plein de choses pour présenter l'humain aussi dans sa propre introspection, dans sa propre perf, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Mais moi, typiquement, avant, je connaissais pas du tout cette pratique-là et je l'ai découvert dans un film de surf, Shaka. Et effectivement, il y avait le acteur principal qui partait surfer la plus grosse vague, Jaws, c'était. Et pour se préparer, il a eu un préparateur physique qui justement pratiquait l'apnée. Et en fait, il a eu énormément de cours sur l'apnée et je me suis dit, mais en fait, oui, ça existe. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose de médiatisé. Et en fait, c'est dans ce film où je me suis dit, mais attends, mais c'est hyper intéressant. Parce que c'est pas juste, on retient notre respiration pour essayer de ne pas mourir sous l'eau. Il y a toute une introspection intérieure avec soi-même. Exactement, bah, la respiration est le cœur même de la pleine conscience. Enfin, c'est un complément à la pleine conscience qui permet d'aligner l'ensemble du corps, en fait. La respiration, c'est un tout avec l'état de présence. Et je dirais qu'à partir du moment où on cumule les deux, on vit vraiment. Et ça se recherche à tous les niveaux, même dans la vie de tous les jours, pour arriver à gérer, canaliser ses émotions, canaliser son stress. Il y a eu énormément d'écrits et de bouquins là-dessus. En parallèle de ça, il y a aussi beaucoup de sollicitations de sportifs. Moi, j'ai eu énormément de sportifs de haut niveau qui me contactent pour travailler sur la respiration et la concentration. Donc il n'y a pas que les surfeurs, mais il y a aussi pas mal du milieu du ski qui sont passés par moi pour améliorer, que ce soit à travers le biathlon, le tir, que ce soit dans l'optimisation de la récupération entre les courses, que ce soit même des gendarmes qui préparent des tests pour des sélections qui sont des fois très exigeants. Voilà, toutes ces choses-là sont passionnantes parce qu'au final, on partage en dehors de l'apnée. Et moi, j'ai rencontré plein d'athlètes de différents sports qui m'a nourri aussi mon rêve de me dire, mais purée, eux, ils sont aidés par l'État, nous, on ne l'est pas. Mais en tout cas, ça m'a poussé dans mon rêve à aller encore plus loin et me dire que tout était possible en les rencontrant et en partageant ça avec eux, ouais. Ouais, c'est clair. Mais c'est des beaux échanges, des belles aventures, et puis l'objectif final, c'est quand même que le grand public puisse s'initier à l'apnée, et ça, ce serait génial. Le truc, c'est que les clubs associatifs sont remplis. On est victime du succès en France, donc les clubs sont remplis. Il y a 2 ans d'attente pour entrer dans un club associatif. Donc moi, je suis vraiment à fond derrière les structures professionnelles qui se créent, de façon à ce que les moniteurs, il y ait de plus en plus de brevets d'État, de BPGEPS, qui puissent se former de façon à encadrer justement toutes ces personnes qui souhaitent se former. Et j'invite vraiment les gens à essayer l'apnée et à se rapprocher de ces structures pro qui sont sur la côte, qui sont de plus en plus dans le territoire. Ça monte. Maintenant, on avait même de l'activité sur le lac d'Annecy aussi. Donc, et puis sur Paris, je pense. Donc, il faut aller vers ces structures et puis aller découvrir l'apnée. Pas forcément en club asso, mais aussi dans ces structures, surtout que c'est le moyen pour pouvoir après peut-être intégrer ces clubs associatifs
qui passent déjà beaucoup de temps à former dès le départ, alors qu'en fait, peut-être qu'au final, la finalité d'un club asso serait peut-être de requérir toutes les personnes qui sont aussi déjà formées de façon à faciliter le travail. Voilà. Quels seraient tes conseils ou ton conseil à donner à des jeunes sportifs ou des jeunes qui ont envie justement de se lancer dans l'apnée? Eh bien, déjà de se rapprocher d'une structure, de très bons, de bonnes, des personnes qui ont déjà fait de la compétition et qui connaissent vraiment l'entraînement, de façon à pouvoir avoir des bases, des bonnes bases. Parce que on voit de tout. On voit beaucoup aussi malheureusement d'instructeurs qui donnent beaucoup de conseils, mais qui eux-mêmes ne l'ont pas expérimenté sur eux. Donc c'est vraiment important d'aller chercher les bonnes personnes pour se former, ne surtout jamais, jamais au grand jamais pratiquer seul. C'est un fondement de l'apnée, voilà. Voilà, et d'aller se former. Et quitte à avoir l'opportunité de voyager, sachez qu'il y a aussi des structures aux quatre coins. Mm. Il est possible de se former également en Égypte, en Asie et autres. Bon, en limitant l'impact carbone, on est d'accord. Le mieux, si vous Oui, pouvez trouver un centre en France, c'est mieux pour ceux qui sont en France. Voilà. en effet, là, tu viens de parler en limitant l'empreinte carbone. Donc là, de là vient ma prochaine question. Quel est toi, ton rapport à l'environnement? Toi, apnéiste, qui finalement a ce lien vraiment très fort avec l'océan, la mer, la nature. Le rapport à l'environnement, moi, il est fort déjà, parce que mon frère est très très impliqué dans l'environnement. Il est plongeur hydrobiologiste. On a même fait une série ensemble, une série Ok. sur les lacs d'altitude. On a filmé avec mon caméraman pour mettre en avant la sensibilité et la fragilité de ces lacs d'altitude qui sont aussi maintenant impactés par la pollution atmosphérique, par les microplastiques qu'on retrouve même en altitude, à très haute altitude. Et donc, je dirais que j'ai déjà été un peu sensibilisé depuis l'enfance par mon frangin qui était à fond. Et derrière, j'en ai pris encore plus conscience en m'immergeant dans l'eau et en allant explorer, puisque j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de pollution. J'ai vu aussi la dégradation des océans, la perte du volume de poissons, des vagues de plastique arriver, alors qu'en même temps, il y avait des plongeurs en mode spectacle qui étaient en train de nourrir les requins juste pour les voir, comme s'ils étaient au théâtre. Toutes ces horreurs, je l'ai vues et ça m'a encore plus choqué. Et c'est à ce moment-là, j'ai vraiment voulu mettre des choses en place. Donc, je me suis rapproché aussi d'associations qui sont même venues à moi, dont la fondation Eau, Neige et Glace, la Water Family, avec laquelle je participais activement sur certains événements qui sont organisés une fois ou deux fois par an. Il y a également un déchet par jour où on a fait pas mal. Enfin, j'ai fait quelques ramassages de mégots sur les plages avec laquelle j'ai participé. Il y a une bouteille à la mer qui a été une autre association encore avec voilà, Mathieu Navillot, à l'initiation de Mathieu Navillot qui a ramené pas mal de sportifs, dont Kylian Jornet, du milieu du ski et de la montagne. Là, on est sur des projets de sensibilisation justement au tri et pour améliorer également tout ce qui est packaging, emballage. On essaie de se battre avec les entreprises de l'outdoor de façon à minimiser ces impacts, à minimiser justement cette consommation qui est superflue. Et voilà, c'est des petites actions comme ça qui sont menées au fur et à mesure et j'essaie d'y participer, dans mon temps libre le plus possible. Ouais, normal. Tu es tellement proche de l'océan que ça ne peut que être intéressant, enfin, important dans ta vie, quoi. Oui, et puis de toute façon, on arrive à un point critique Ouais, là, et ouais. à un moment donné, je pense que l'aveuglement tue. Là, le fait d'être aveugle tue, on le voit avec le coco, avec ce qui se passe en ce moment. C'est
clairement une sélection naturelle qui va avoir lieu. Donc, si on n'arrive pas à prendre en considération que c'est pas que le monde extérieur qui doit prendre des décisions sur l'environnement, c'est nous-mêmes, je pense que ça va être vital. Donc, en fonction de ce que l'on assimile, de ce que l'on mange, de ce que l'on consomme, eh ben, on va générer cette pollution qui va nous créer notre autodestruction. Donc, si on en prend conscience, c'est bien, on met des choses en place. Et puis après, si le reste continue, j'ai envie de te dire, ce sera leur problème. Ce ne sera pas le nôtre. Exactement. On aura fait notre BA, mais il faut la faire à fond, c'est sûr. Après, j'ai fait une liste d'actions. J'ai fait 12 points, je crois, ou 13 points d'actions à mettre en place. J'en avais déjà 80% de plus ou moins fait. Donc, il m'en reste encore. Et donc, j'y travaille. Voilà. Tu peux nous en citer 3 au moins? Amélioration déjà du tri, minimiser les déchets plastiques. Donc, arrêter d'acheter du plastique le plus possible, même si quand je suis en déplacement, si j'oublie la gourde, là, je m'en veux. Je m'en veux terriblement, mais j'essaie toujours de l'avoir avec moi. Après, sinon, limiter les déplacements. J'ai supprimé, je vais limiter mes vols, arrêter de voyager, surtout encore plus en interne. J'ai arrêté complètement les vols internes. Donc c'est soit train ou en covoiturage. Okay. Voilà. Il y a encore plein d'autres. Activer les ramassages dans les déplacements. Participer à des nettoyages. Dans ma consommation, de consommer local, limiter la consommation de viande. J'en mange encore, mais très faiblement, c'est-à-dire très 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 faible. Voilà, toutes les choses qui peuvent avoir un impact positif sur l'environnement, en tout cas, j'essaie de le faire au maximum de mon possible. Et puis à chaque fois, de ne pas tout changer d'un coup, parce qu'au final, on se démotive, de le faire vraiment step by step. Pas trop mettre de temps non plus à le faire, mais voilà, faire step by step à son rythme, parce qu'au final, la finalité, c'est un peu le principe de la tortue, et c'est pareil dans l'entraînement en apnée. Dès qu'on veut franchir les escaliers par trois, si on monte les escaliers par trois marches, ça marche pas. Une par une. On ne peut pas les sauter, sinon après on se fatigue et puis on n'avance plus. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai, tu as bien raison. Et on va plus loin. C'est ça, exactement. Et on va plus loin, c'est surtout ça. Ok, très bien. Et alors, écoute, juste avant de finir ce podcast, est-ce que tu as un mantra ou une citation que tu aimes bien te répéter chaque jour Montrer une citation que j'aime me répéter chaque jour. Incarne l'instant, vis, regarde, ressent, perçoit, reçoit. C'est beau. C'est ce que je me dis pour activer tout ça, et c'est une phrase qui m'a beaucoup aidé il y a 1 an et demi. Voilà. Très beau mot de la fin. Merci beaucoup Stéphane. C'était Merci à toi. Vraiment très très riche et j'espère à très vite. Ça marche. À bientôt. Super. J'espère que ce nouvel épisode d'Agoyamam vous a plu. Merci à vous de nous écouter et d'être à chaque fois de plus en plus nombreux. Si vous aimez notre projet, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi que sur les réseaux sociaux. Une viralité bien-être est toujours la bienvenue pour faire grandir les jeunes projets. Nous espérons bien sûr que toutes ces bonnes ondes vous permettront d'accomplir au mieux vos projets pro et perso et surtout vous fileront un sacré coup de boost. À très vite.